Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce tout dernier numéro consacré à la sortie pédagogique des étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. À présent, les titres. Prière pour la paix au Mali. Le Haut Conseil islamique mobilise les Maliens dans les mosquées pour la cause. Lancé ce vendredi, les prières continuent ce samedi pour également demander à Dieu une bonne saison de pluie. Abdraman Kone était à la grande mosquée. Les précisions dans ce journal. Les fast-foods prolifèrent dans la capitale malienne. On en trouve de toutes les spécialités culinaires. Les Bamakois se disent chanceux de profiter de ces lieux de restauration rapides et accessibles à proximité. L'excursion culinaire se fera avec Samba Yalkwe. 3-0, c'est le score du match inaugural des premiers Jeux AES. Le Mali et le Niger ont ouvert les balles de cette compétition et c'est le Mali qui sort vainqueur. Le point avec Abdraman Kone en fin d'édition. Bienvenue une fois de plus, comme annoncé dans les titres. La paix et la stabilité au Mali, la demande est au centre des prières dans les mosquées. Les fidèles musulmans se mobilisent à l'appel du Haut Conseil islamique pour prier et faire des bénédictions pour le Mali. Dans toutes les mosquées de la capitale, des prières collectives ont été organisées vendredi et samedi, rassemblant fidèles et dignitaires religieux dans un même élan spirituel pour implorer la paix, la stabilité et la cohésion. Notre reporter Abdraman Kone était à la mosquée. Suivons. Dans un contexte marqué par l'incertitude et les épreuves, le Mali s'en remet une fois de plus à la force de la foi. À l'appel du Haut Conseil islamique, les mosquées de Bamako ont résonné ce 20 et 21 juin 2025 des invocations des fidèles. Réunis autour des imams pour les prières collectives, un élan spirituel national pour implorer la paix, la sécurité et la stabilité. Nous traversons des moments assez difficiles. Et depuis la fête de Tabaski jusqu'à maintenant, toutes les prières, toutes les invocations ont été faites dans ce sens. Et celle d'aujourd'hui et de demain, ça va concourir tout simplement au renforcement de ces prières, au renforcement de ces bénédictions pour notre pays du Mali, pour tous les pays du monde. Pour l'imam de la grande mosquée de Bamako, le pays a vraiment besoin de l'aide de tout un chacun. Ces membres du CNT pensent que cette initiative du Haut Conseil est à applaudir. Nous saluons vivement cette initiative du Haut Conseil islamique du Mali, appeler de temps en temps la Oumma islamique pour se recueillir et aussi faire des bénédictions collectives à ce pays. Ne peut être qu'applaudi dès demain. Voilà. Et cette initiative, ça fait belle lurette qu'elle existe. Et nous ne pouvons que souhaiter qu'elle continue de bon chemin. Alors que les voix se sont apaisées et que les mosquées ont retrouvé leur calme, l'espoir demeure dans les cœurs, celui de voir le Mali renouer avec la paix et la stabilité sous les regards bienveillants de ceux qui, dans la foi, ont invoqué la miséricorde divine. Au titre de ce journal, la prolifération des fast-foods à Bamako, un plaisir culinaire pour les Bamakois. Les fast-foods ainsi que les restaurants connaissent une prolifération ces dernières années à Bamako. Une évolution saluée par les citoyens qui ne seront plus en manque de lieux de restauration. Pour faire le constat de cette évolution, notre équipe de reportage s'est rendue sur le lieu. Le reportage est signé Samba Yalkwe. À Bamako, l'époque où les citoyens recherchaient vainement un lieu pour se restaurer est révolue. On assiste ces dernières années à une prolifération des fast-foods ou restaurations rapides, chose qui n'est pas sans raison. La restauration, c'est l'une des choses qui fonctionne le mieux dans ces pays. Et on voit que ça donne pas mal au fait. Bon, je pense que la multiplication des fast-foods
répond à un besoin. S'il y a des fast-foods, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de manger. En plus, il faut savoir que c'est des emplois qui sont créés, c'est des gens qui sortent du chômage. Les menus qu'ils proposent sont abordables en termes de qualité et en termes de prix aussi. On peut au moins se servir chez lui. Ce sont des diplômés. Ces fast-foods, on les retrouve couramment à la CI des Milles, un quartier moderne et en plein essor implanté à quelques kilomètres du centre-ville. Le promoteur nous explique pourquoi le choix de cette zone. Il y a beaucoup de structures ici. Tous les restaurants qui sont là, ce sont des restaurants haut de gamme. Ces genres de petites kiosques sont très rares ici. C'est-à-dire où tu peux aller te permettre d'acheter un sandwich à 500. Avec une petite boisson 1000 francs, tu as déjà ton petit déjeuner. Ça me rapporte pas mal avec ces 500 000 francs. Donc dans la journée, on a plus de 50 à 90 clients. C'est la raison pour laquelle on a essayé de cibler ACI pour envoyer ce projet. La multiplication entraîne forcément la concurrence, avec l'essor des nouveaux restaurants comme Arbab Chicken, Zénith, Monac, j'en passe. Les fast-foods ont-ils quelque chose à craindre? Au contraire, ça nous a un peu aidé à améliorer les choses et ça a augmenté un peu encore la clientèle de notre côté. Et au fur et à mesure qu'il y a la concurrence, donc c'est le goût qui les différencie, la qualité et les services. Au-delà de la succulence des plats, les clients ont d'autres préoccupations. Je pense que l'accent doit être mis sur la propreté parce que l'hygiène est capitale pour au moins conserver la santé des clients. Hygiène d'abord quoi. La propreté, c'est ça qui va faire que les clients vont venir vers vous. Humer l'odeur des plats donne de multiples sensations, mais la plus évidente est qu'elle donne une autre saveur à la nature. Sinon, la vraie saveur se trouve dans la sauce savoureuse, onctueuse, piquante, subtile et gourmande de ces plats. L'évolution des technologies a donné naissance au e-commerce, une nouvelle forme de vente qui se passe sur les réseaux sociaux. Au Mali, le e-commerce ou la vente en ligne est de plus en plus pratiquée par les jeunes. Il contribue à réduire le chômage et surtout à faciliter l'accès des produits sur les marchés. Notre équipe de reportage dirigée par Aminata Brehima Ouedraogo est partie à la rencontre des acteurs de ce domaine. Suivons. Il n'est pas rare de voir de nos jours sur les réseaux sociaux le live. Il s'agit d'une vidéo diffusée en temps réel par un utilisateur à ses abonnés. En clair, c'est une diffusion en direct qui permet d'interagir avec le public, partager un événement ou lancer un produit. Une véritable aubaine pour de nombreux jeunes commerçants maliens. Lorsque mes articles viennent, je les filme et je les poste sur les réseaux sociaux. Je vends les articles féminins tels que les sacs, chaussures et vêtements sur Facebook, Instagram et TikTok. Niga bara damne ni kuma ga Snapchat. Donc kofɛ nana to la ni compte de le TikTok sanfɛ pour que mɔgɔw ka produit lakodɔn. Dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa livrer comme dɔw bɛ yen nɔ u bɛ déplacer ka na so kɔnɔ cogo min na. De nos jours, plus besoin de faire du shopping. Le e-commerce gère. De la commande à la livraison, en passant par le paiement, les clients reçoivent toute sa marchandise sans fournir assez d'efforts. Ni boîte in ye 100 ye. N'a sɔrɔ a kan ka taa livrer Jelibugu la sisan, o ye 100 ye. O yɛrɛ bɛ ne arranger parce que a b'a to n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ta n nɔfɛ minnu bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a nafa la wa. Ni commande passera numéro bɛɛ bɛ di ne de ma. Ne bɛ weleli kɛ, dɔw b'a ta. Outre les vendeurs, la vente en ligne est cette méthode révolutionnaire idéale pour éviter la fatigue selon les clients. J'ai acheté ça en sac, je défilais mon fil d'actualité TikTok, je suis tombée sur un live. Au moment où je récupérais ma marchandise, je lui ai donné l'argent. Ça t'évite les embouteillages, ça t'évite d'être trop fatigué. Avantageuse, elle l'est. Mais attention, l'usage de l'espace numérique rime aussi avec de multiples dangers. Quand vous faites des lives, il y en a des gens qui prennent le numéro des clients, que c'est la vendeuse. Pour le moment, c'est le pôle chargé de la lutte contre la cybercriminalité qui encadre les dérives.
Selon des spécialistes, les commerçants et autres créateurs de contenu pourraient se voir acquitter des taxes et impôts une fois un organe de régulation des réseaux sociaux mis en place. Allons à présent à la rencontre de ces femmes battantes. Entre vie de couple et celle professionnelle, de nombreuses femmes se plient en deux pour honorer leurs responsabilités. À travers des témoignages sur leur vie quotidienne, on se rend compte que les réalités de ces femmes sont souvent méconnues par la société. Une immersion au cœur d'un équilibre fragile entre dévouement domestique et quête d'épanouissement personnel. Mariam Koulibaly. Il m'arrivait souvent de me réveiller à 3 heures du matin pour préparer avant de venir au bureau. Le défi quotidien commence. Elles sont mères, épouses et ménagères. Chaque matin, le même scénario se répète. Préparer les enfants, prendre soin du foyer, répondre aux besoins de tous. Mais ces femmes font bien plus que cela. À 5 heures, je me réveille pour préparer le riz et je mets tout ça dans un grand thermos et ramène ça au boulot avec lui. Leurs occupations ne se limitent pas au papier ou aux réunions. On les retrouve aussi dans les petits commerces, dans les rues, à chercher des moyens de subsistance pour leur famille. Ces femmes jonglent entre les rôles avec une force que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas. Lorsque je sors le matin, je ne rentre que le soir. Ce sont donc mes belles-filles qui s'occupent de la maison et des tâches ménagères. Quant à nous, nous nous occupons de la boutique. J'ai 4 enfants. Lorsque je pars le matin pour m'occuper de mon petit commerce, je les confie à leur sœur aînée, Mariam, qui prend en charge presque toutes les tâches ménagères. Dans ma boutique, je vends de nombreux produits comme des détergents, de l'eau de javel, du savon, etc. À la descente, je pars au marché pour acheter mes condiments. Donc, arrivé à la maison, je prépare le dîner. Une femme, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit le poste que tu occupes, quelle que soit ton activité, tu es une femme au foyer. Tu dois vraiment accomplir cette tâche. Entre les tâches ménagères et la vie professionnelle, les femmes au foyer ont su imposer leur propre rythme. Elles apprennent chaque jour à tenir les deux bouts. Dans ces bureaux, ce n'est pas seulement du travail qui s'accomplit, c'est une forme de résilience silencieuse. Ces femmes incarnent aux yeux du monde la bravoure et la dignité face aux défis du quotidien. Produit aux multiples bienfaits, la noix de cola est un élément clé de la culture malienne. Ce fruit est un symbole des traditions africaines. Au Mali, le cola est signe de respect et d'engagement. Son rôle social et rituel s'ajoute à celle de son impact positif sur la santé. Pour en savoir davantage, suivons le reportage de Kankoumba Keita. Ça, ce sont les colas blanches. Trésor culturel et médicinal en Afrique, la noix de cola ou le cola provient de l'arbre appelé le colatier. Reconnue pour ses propriétés énergisantes et stimulantes, elle est très importante dans diverses situations, surtout dans l'événementiel. Tout regroupement, funérailles, baptême, mariage, règlement des conflits, tout ça, il faut présenter de la cola. Riche en caféine et en théobromine, la noix de cola est sollicitée dans la médecine traditionnelle. Quand on a des nausées, il suffit de croquer un peu de cola pour que cela passe. Elle atténue également les effets du paludisme. Il y a une variété de cola appelée petit cola qui aide beaucoup les diabétiques. Petit cola ni itimnangada nyiminina aba doni nyala. Aux saveurs complexes et distinctives, on les retrouve généralement dans les pays côtiers. Le prix du panier est aléatoire et varie entre 50 000 et 100 000 francs en fonction des périodes. La cola se présente sous diverses variétés. La cola est en 3 couleurs, le rouge, le blanc et le marron. Il y a aussi ce qu'on appelle namnorouro, un côté blanc, un côté rouge. Bon, ça c'est sollicité pour des hormones. Et il y a aussi des colas en miniature qu'on appelle ourofitiné.
Les vertus de la cola sont nombreuses. Malgré la modernisation, elle semble s'imposer plus que jamais. En Afrique, elle est plus qu'un simple fruit. Elle représente toute une culture. Connues pour leurs bienfaits sur la santé, les tisanes favorisent la digestion, réduisent le stress et l'anxiété. En plus, elles apaisent de nombreux maux, ce qui pousse tant de femmes à s'intéresser à ces plantes médicinales. Découvrons ensemble quelques bienfaits des infusions aux propriétés thérapeutiques avec Balkissa Mahaman Traoré. Les tisanes sont des infusions à base de diverses plantes médicinales, d'épices, de fleurs, de racines et autres ingrédients aromatiques. La consommation des tisanes est une façon naturelle de profiter des bienfaits des plantes pour la santé. Depuis longtemps, celles-ci sont utilisées à des fins médicinales. Aromatique, c'est une entreprise qui évolue dans la transformation des plantes locales en infusion tisane de bien-être. Alors, nous allions tradition et modernité. Nos produits sont spécialement des tisanes fonctionnelles, aphrodisiaques, relaxantes. J'utilise comme plante le vétiver, qu'on appelle généralement camaré ou babi en bambara. Le goué, ça c'est guéni, clou de girofle, gingembre, fruits de 4 côtés, citronnelle, menthe, chocolat, le basilic et aussi le petit cola. L'usage des tisanes permet de prévenir plusieurs maladies et infections auxquelles certaines femmes sont exposées. J'utilise ça très souvent, ça m'hydrate, ça soigne aussi des infections. Ce sont des tisanes des femmes fontaines, on peut le dire comme ça. Ça me permet de me sentir bien en fait. Elle renferme des secrets. Leur usage devrait être courant dans nos vies quotidiennes. En plus de sa saveur, les tisanes procurent une sensation spécifique aux femmes, notamment en soulageant les douleurs menstruelles et en renforçant la santé reproductive de la femme. Nous faisons des tisanes aphrodisiaques spécialement pour les femmes qui sont là, qui vont bientôt se marier ou bien qui sont déjà mariées ou qui sont déjà en phase de ménopause pour les relaxer. Des tisanes d'hydratation, des tisanes fontaines qui sont là vraiment pour booster la vitalité, la sexualité. En gros, c'est ça. Par exemple, les tisanes de vitalité qui sont les tisanes faites pour hommes, ça c'est composé de clou de girofle, gingembre, 4 côtés et aussi le petit cola. Les tisanes sont un moyen naturel et agréable de préserver notre santé et notre bien-être. Nous voulons juste montrer que le bien-être est à portée de main. Voilà, consommons malien, consommons naturel et valorisons nos plantes. Savez-vous qu'il est possible de cultiver hors du sol? Oui, c'est possible. L'agriculture hors sol est une technique de culture moderne qui permet de faire pousser des plantes dans des contenants divers, comme des caisses en bois, des pots ou même des pneus recyclés, au lieu de la terre ferme. Cette méthode offre la possibilité de cultiver en tout lieu, y compris sur les toits des maisons, et contient une large gamme de cultures telles que les ananas, la tomate, le maïs, etc. Notre équipe de reportage sous la direction de Aminata Brima Ouedraogo a rencontré Mamadou Guindo, un expert dans le domaine, pour qu'il nous explique les détails de cette approche agricole innovante. Nous l'écoutons. Le hors-sol, comme son nom l'indique, c'est de cultiver sans le sol. Tous les nutriments, l'eau, tout ce qui apporte à manger au plant, soit dans un récipient et non le sol. Maintenant, quand vous projetez pour faire une production hors sol, c'est de bien choisir l'endroit. Aménager, couvrir le sol, soit avec le ciment, soit avec les bâches, soit vous ne couvrez même pas le sol, mais vous mettez maintenant un récipient en place où le plant va mettre ses racines dedans et qui ne vont pas toucher le sol, comme les seaux, comme il y a d'autres pots aussi qu'on appelle les pots de culture. Donc on peut planter dedans, mettre les trous appropriés, donner les nutriments dont le plant a besoin et créer les conditions climatiques favorables pour la production du plant. On peut cultiver ça sur l'eau, on peut cultiver ça sur la colline, on peut cultiver ça sur les toits des maisons, on peut même cultiver sur les murs. Aujourd'hui, il y a le manque de moyens. Il y a la spéculation foncière, les litiges. Il y a aussi la déforestation massive. Pour produire en quantité
en qualité, à moindre coût. Donc c'est la technique hors sol aujourd'hui qui prévaut. Sur une superficie réduite, tu peux vraiment avoir le rendement, le triple rendement d'une grande surface. Toi, tu peux avoir 5000 pieds, mais tu n'as rien. Mais sur une superficie réduite, tu as 2000 pieds, tu as le résultat de 5000 pieds. Une bataille de plus dans ce monde en pleine ébullition, c'est celle d'Israël et de l'Iran. Une situation alarmante qui vient s'ajouter au conflit russo-ukrainien. Les guerres font toujours des ravages, mais elles continuent d'exister. La crise Israël-Iran, qu'est-ce qui explique ce conflit? Élément de réponse dans ce dossier, signé Kankoumba Keïta. L'État hébreu mène-t-il une guerre par procuration? En tout cas, les États-Unis, considérés jusqu'ici comme arbitres ou médiateurs, ont fait une entrée tonitruante dans la dite guerre, en frappant fort les régimes de Téhéran via ses sites nucléaires. Nom des codes de l'opération, le marteau de minuit. À cet effet, ils ont mobilisé un arsenal de guerre de 25 avions, dont 7 de la vingtaine des fameux B-2 que détient le pays de l'oncle Sam. Il s'agit de cet avion porteur de 2 bombes de 26 tonnes capable de percer une bâtisse de 60 mètres en béton pour exploser afin de détruire des installations nucléaires. Coût unitaire du BD, 2 milliards de dollars. Avec une telle mobilisation, il n'y a pas de doute. Les États-Unis sont bien partie prenante d'une guerre longtemps la dite mais naïvement déclenchée le 7 octobre 2023 avec assassinat massif des Israéliens et d'autres nationalités. On s'y attendait. Dans la nuit du 13 juin 2025, Israël a attaqué l'Iran en ciblant ses installations nucléaires et ses centres de commandement. L'Iran, à son tour, a riposté, déclenchant ainsi une série de bombardements en cours entre les 2 pays depuis plus d'une semaine déjà. Ces attaques marquent la 3e phase du conflit Iran-Israël qui se transforme en une guerre ouverte au Moyen-Orient. Selon le gouvernement de Netanyahou, cette frappe est une attaque préventive pour la sécurité de son pays. Il estime que l'Iran était sur le point d'être en possession d'une arme nucléaire. En plus, ajoute-t-il, l'Iran soutient plusieurs groupes armés hostiles à Israël, comme les Hezbollah au Liban et les Hamas au Gaza, constituant du coup une menace existentielle pour Israël. Le lendemain de l'attaque israélienne, certaines puissances telles que les États-Unis, la France et l'Allemagne avaient affirmé leur soutien à l'État hébreu, une mobilisation qui pourrait envenimer cette crise qui, au début, n'était qu'un conflit d'intérêts. En avril 2024, pour la première fois, l'Iran a directement lancé une attaque massive de drones et de missiles contre Israël, en représailles à une frappe israélienne contre son consulat en Syrie. L'escalade a été contenue grâce à la médiation internationale, mais les tensions restaient très fortes. Cette guerre stratégique est une bataille de plus qui vient s'ajouter à un conflit déjà existant. Il s'agit de celui qui oppose l'Ukraine à la Russie. Les 2 pays mènent depuis 3 ans une guerre animée par des cyberattaques, assassinats ciblés, frappes de drones, attaques de missiles. Personne ne sait jusqu'où ces guerres iront. Est-ce le début d'une 3e guerre mondiale? Nous ne saurons le dire, car, comme dit un adage, on peut connaître le début d'une guerre, mais jamais la fin. Sport football, un coup pas très amical pour des premiers jeux AIS. Les Aiglons assomment d'entrée de jeu leurs coéquipiers nigériens de la Confédération. 3-0. C'était ce matin au stade Mamadou Konati. La compétition sportive inédite est placée sous le signe de l'amitié et de la coopération entre les États du Sahel. Reportage Abdraman Kouni. Coup d'envoi réussi pour le Mali à l'occasion du tout premier match de la première édition des Jeux de l'AIS. Ce matin, au stade Mamadou Konaté, les Aiglons ont dominé le Niger sur un score sans appel de 3-0, lançant de la plus belle des manières cette compétition inédite entre pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Déjà, c'est le premier match d'un tournoi d'une compétition, donc les équipes ne se connaissent pas, donc du coup, il fallait tout faire pour bien commencer. Et nous, vu que nous jouons chez nous, nous jouons devant notre public,
il fallait quand même bien commencer et gagner ce match avec la manière pour bien entamer ce jeu. Pour le coach nigérien, cette défaite n'en est pas une. Il y voit plutôt une victoire symbolique. Selon lui, les Jeux de l'AES sont avant tout un moyen de renforcer les liens fraternels entre les trois pays. La première édition des Jeux de l'AES est une très bonne chose parce que ça va permettre aux jeunes générations de se connaître et de tisser des relations d'amitié et de fraternité. Déjà, entre le Mali et le Niger et aussi le Burkina, c'est la dignité du peuple de l'AES. Et il faudrait que les jeunes prennent conscience que c'est une lutte qui n'est pas facile, mais qu'à cœur veillant, bien des possibles. Si nous nous mettons ensemble pour nous défendre, nous allons arriver au bout. De son côté, le coach malien affirme clairement son ambition, réussir un parcours sans faute tout au long du tournoi. Je pense que l'objectif pour nous, c'est de faire un parcours sans faute. Déjà, gagner aujourd'hui, gagner le deuxième match et éventuellement, s'il y a une finale aussi, gagner la finale. Donc, que ce soit le Burkina ou n'importe quelle équipe, l'objectif, ça va rester la même et gagner. Au-delà du score, ce premier match donne le ton d'une compétition placée sous le signe du fair play et de l'unité, où chaque rencontre dépasse l'enjeu sportif pour renforcer les liens entre les peuples du Sahel. Et notre actualité sportive, dans la soirée du vendredi 20 juin, le Centre international de conférences de Bamako a vibré au rythme des Mali Football Hours. Une cérémonie devenue incontournable pour célébrer les grandes figures du football malien. Dans une ambiance festive et pleine d'émotions, joueurs, entraîneurs et acteurs du ballon rond ont été récompensés pour leur performance de la saison. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont des ministres, de nombreux talents locaux, des joueurs internationaux, à savoir N'Golo Kanté et autres. Des révélations ont marqué la soirée, confirmant la vitalité du football national. L'initiative portée par Ali Kabasako a atteint son objectif, honorer les talents et la passion. Les moments forts de la soirée, Yves Bissouma, sacré meilleur joueur de l'année 2024-2025. Une soirée de reconnaissance, de fierté et d'inspiration pour tout le football malien. C'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous tenons à remercier nos encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette sortie une réussite. Un clin d'œil chaleureux à tous mes camarades, toutes spécialités confondues, qui ont été des véritables guerriers tout au long de cette expérience. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.